Réveil du foot français à ma droite, il y a malheureusement pas de miracle à ma gauche. Ouais, alors je suis pour le fait qu'il y ait un réveil. Alors je réponds à la question, il y a un réveil du football français parce que il y a plusieurs candidats qui sont potentiellement intéressants. Donc j'ai envie de répondre oui à cette question. Maintenant, je suis pour le report des élections. Et du coup, ça répond un peu sur le non par rapport aux arguments, parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir un peu plus de temps. Il ne faut pas faire d'erreur. On a déjà, je trouve qu'aujourd'hui, le football français est en grand danger. On a besoin de réflexion, mais de vraies réflexions. On ne peut pas prendre de décisions trop rapides. Donc, on a besoin d'avoir de vrais arguments et donc de vrais candidats scrutés et bien étudiés. Donc, j'ai envie de repousser un petit peu pour avoir un peu plus de temps dans la réflexion. Vous voyez un réveil, donc le point pour Fred et Timothée. Philippe, hier soir, nous avions Christophe Boucher qui était notre invité, ancien président de l'OM. On avait l'impression aussi qu'il y en a qui essayent d'être candidats pour montrer aussi qu'il y a un vrai problème au niveau de la direction. Ils ne seront peut-être pas en capacité de se présenter, mais au moins ils alertent. On entend aussi donc Gervais Martel qui aujourd'hui se présente. Il y a 4 ans, en 2020, il n'y avait que Denisot, Labrune. Là, il y a beaucoup plus de gens qui veulent se faire entendre. Est-ce que déjà, ce n'est pas un signe d'un réveil, ça? Non, mais c'est positif. Mais être candidat à la candidature, c'est pas être candidat. Oui, il faut avoir les parrainages. À l'arrivée, ça n'apportera rien. Puis ce débat n'aura pas. Mais ils alertent sur certains problèmes. De s'installer. Après, il faut aussi, quand j'entends par exemple Cyril Linette qui commence à avancer sur le fait qu'il faudrait s'occuper des masses salariales et descendre de 30% globalement le salaire des joueurs. Ça va être suivi des faits, c'est-à-dire qu'en gros, le système tel qu'il est installé entre les présidences de clubs, les directions sportives, le monde des agents, des intermédiaires, c'est-à-dire cette révolution qui pourrait poindre son nez, est-ce que le monde du foot français est prêt à l'entendre? C'est un vœu pieux pour vous, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'il y a les moyens derrière pour faire ça? Majeurs du foot français qui sont aux manettes, qui vont dans ce sens-là pour l'instant. Alors, par exemple, de dire il n'y a pas assez d'argent, on n'a pas assez pris avec les droits télé. Par rapport à la masse salariale, il y a Laurent Nicolin, et on va voir des extraits d'une interview qu'il a donnée aujourd'hui dans Le Parisien, qui dit « Moi, c'est terminé, pas de contrat à plus de 100 000 euros ». Voilà, il ne donne pas plus de 100 000 euros à ses joueurs. C'est déjà une avancée. Ouais. Alors, il ne peut pas donner plus, mais au moins, c'est un stop. Saint-Etienne a fait la même chose à un moment donné, avec des plafonds salariaux. Mais il y avait des primes de folie derrière. Est-ce que Laurent Nicolin ne donne pas des très grosses primes pour compenser en partie ça? Je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Franchement, moi je suis désolé, mais c'est déjà... Quand je vois le niveau du football français, il faut faire la part des choses entre les grosses stars, qui sont payés énormément et qui rapportent. Voilà, exactement, qui rapportent. Donc il y en a plus. Hein. Non mais de toute façon, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut faire la différence avec ça et les joueurs qui sont bons, mais pas forcément de super joueurs et qui sont trop payés. Et là, il y a eu une période longtemps en France où il y avait des joueurs trop payés par rapport à leur vrai niveau, par rapport à leur vrai apport pour les clubs français. Donc aujourd'hui, on est sur de l'amélioration. Je ne sais pas si c'est possible. J'ai envie de dire que c'est un début, mais je ne sais pas si c'est possible économiquement. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour mettre en place. Honnêtement, il y a les salaires, je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça. Non, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, évidemment. Évidemment qu'il n'y a pas que ça. Quand on parle du milliard que tu évoquais tout à l'heure, je me souviens très bien, c'était l'ambition de M. Labrune. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 1 an et demi. C'est ça, 1 an et demi, 2 ans. Il y a 1 an et demi, si c'était il y a 1 an et demi, il y avait encore Neymar et Messi qui étaient là. On savait que Neymar et Messi allaient partir. On savait que Mbappé, il ferait pas la 3e année au PSG. Est-ce que on pensait raisonnablement que des diffuseurs allaient mettre 1 milliard sur la table pour un produit où on savait qu'à l'horizon de 2 ans, il n'y aurait plus Mbappé, plus Messi. Il serait dévalué. Pourquoi les télés asiatiques, les télés sud-américaines, les télés africaines, elles voulaient voir la Ligue 1 parce qu'elles voulaient voir Messi, Neymar, Mbappé. Fin de l'histoire. Elles ne voulaient pas voir la Ligue 1. Parce que pour faire venir CVC, il fallait vendre ce milliard. C'est-à-dire qu'il a été vendu à CVC, qu'il y aurait ces rentrées-là. Donc en fait, c'est une tromperie globale.
De la part de La Brune. Enfin, si CVC a cru ça, de la part de La Brune et la naïveté de la part des présidents aussi, quelque part. Qui ont tous pas de la naïveté, c'est simplement que les trois quarts d'entre eux terminent la saison avec 20, 50 ou 100 millions d'euros à devoir rembourser. Donc ils se sont fait berner par la Ligue. Le fait d'avoir une rentrée d'argent rapide, ils n'ont pas été voir plus loin. Ils se sont dit, c'est bon pour nous. Je refuse l'argument de la naïveté. Non, je pose la question. En fait, ils savaient très bien où ils allaient. Le problème des présidents, pour une partie d'entre eux en tout cas, mais qui à mon avis est majoritaire, ils savent très bien qu'ils sont là pour une durée donnée. Et on leur a dit, il y a de l'argent qui va rentrer avec CVC, on le prend maintenant. Et après nous le délai. Donc c'est des promesses. Et moi, je trouve ça très inquiétant. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas fait berner par la LFP. Ils ont dit, OK, comme avec Mediapro, ils ont eu des dollars dans les yeux. Ils ont dit, ça nous a apporté de l'argent tout de suite. Et mon bilan, à moi, il va être réussi. Ce qui se passera pour mon club après, je m'en lave les mains. Alors, on va justement lire une des déclarations de Laurent Nicolin. On le rappelle, il s'est exprimé aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Vous pouvez le retrouver sur le site du Parisien. Laurent Nicolin, pour vous la faire courte, c'est un très proche de Vincent Labrune. Il le soutient, il veut qu'il soit réélu. C'est évidemment le propriétaire et le président du club de Montpellier. C'est aussi le président de Foot Uni. Il dit, on a ce qu'on a et maintenant à nous de nous débrouiller avec. Baisser le train de vie des clubs, ça ne fera pas de mal. Laurent Nicolin, c'est son argent. Donc, et il est là depuis très longtemps. Avant, il y avait son papa. Pour Montpellier, il nous explique que c'est tenable, même s'ils vont avoir moitié moins finalement de droits TV. Mais ça, c'est le cas de Montpellier. Il y a plein de clubs qui peuvent finir comme Grenoble, comme Bordeaux et comme peut-être d'autres aussi, non ? Allez-y, oui, la liste est très longue. Hein. La liste est très longue. On est même inquiet pour Lyon en ce moment. Bah oui, par exemple. Tout le monde n'est pas géré par Gérard Lopez. Donc déjà, c'est un bon point pour ceux qui ne le sont pas. Et ensuite, il n'y a pas que les clubs de Gérard Lopez qui coulent. Prenons l'exemple du Havre. Vous voyez très rarement le Havre dans la colonne Mercato cet été. C'est normal, ils n'ont pas 1 euro. Ils n'ont pas un flèche pour dépenser. Montpellier a fait 0, on rappelle aussi. Donc il y a un moment, quand on n'a pas l'argent, on ne le dépense pas. Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne cet été. On forme et on essaye de former parce que les jeunes partent même un peu plus tôt à l'étranger. Donc tout devient plus compliqué. Regardez le mercato français 2024. Ce sont que des jeunes. En fait, on devient un championnat secondaire, qu'on le veuille ou non, on devient un championnat secondaire, on devient la succursale de l'Angleterre. C'est Chelsea qui fait son recrutement via Strasbourg. Ouais. C'est Bournemouth avec Lorient. C'est Manchester City qui file à 3 les joueurs qui ne voulaient pas. On a vu ce que ça a donné pour le Pro Club de 3. Donc, on est quand même très, très mal barré. C'est pour ça que moi, quand on parle du réveil du foot français, c'est plus, il faut y aller avec les défibrillateurs. Hein. Mais même s'il parle en off, Timothée, il y a beaucoup de présidents qui disent qu'ils ne veulent plus de Labrune. Alors pour l'instant, c'est du off, mais ça, on n'avait pas ce discours-là il y a 3 ans. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que dit Laurent Nicolin. Parce qu'en fait, il acte en fait qu'il y aura moins d'argent. Alors on sait qu'il est pro Labrune, mais il dit on a moins d'argent, entre guillemets, à nous d'avoir les idées. Et finalement, le foot français a un énorme problème là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le coût du point UEFA. En France, il est 60% supérieur au coût du point UEFA au Portugal ou c'est comme pour une charte. Ça veut dire qu'en fait, l'argent, il y en a. Quand vous regardez la saison qu'a fait Bologne avec un budget autour de 35 millions d'euros, de l'argent en France, il y en a. Il est juste mal investi. On est juste très, très, très mauvais sur les idées. Donc, peut-être que cela aura ça de bon, que cette période de difficulté pousse les clubs à avoir de bonnes idées, à modérer un petit peu peut-être leurs dépenses, la masse salariale. Peut-être qu'ils vont orienter sur quelque chose d'un peu sain. Non, mais peut-être qu'ils vont orienter un peu plus sur la formation aussi, même si on le disait déjà il y a quelques années. Bien sûr. Mais là, quand t'as pas de sous, tu sais quand t'as pas de sous, tu l'as déjà. T'es déjà le premier pays au monde avec le. T'as quand même des super clubs formateurs. Moi, je parle pas de la formation. Non, mais la formation et de l'utilisation de la formation. Exactement. Il faut l'utiliser la formation parce que nous, on est champions pour former et les vendre parce que les clubs, ils sont pas fous à l'étranger. Ils viennent chercher la formation française parce qu'elle est bonne à l'origine. C'est pour ça aussi. En plus, regardez, il y a un autre exemple avec l'Atalanta. Il est en Espagne, qui est très bon, c'est Gérone. Gérone, stade abominable. Exactement. Pas beaucoup non plus de bassin de population. L'influence du Barça négative, puisque ça les met dans l'ombre depuis des années. Gérone, pas de budget, très peu de budget télé, donc pas de moyens pour recruter. Et quand même, recrutement malin. Et là, Ligue des Champions, et ils font une saison. Alors Gérone, c'est le contre-exemple, parce que ça fait quand même partie de Citigroup. Oui, mais Citigroup, pour une fois. Mais où l'influence de Citigroup. Voilà, où l'influence de Citigroup est quand même moins néfaste que pour un club comme ça. Ils attendaient rien. Il y avait 3 aussi.
Je crois que finalement, c'est repêché. L'exemple de l'Atalanta ou précédemment de Séville, lorsqu'il gagnait les Coupes d'Europe tous les ans, avec un budget qui est grosso modo celui de Lyon ou de l'OM, voire moins, c'est vers ça que le foot français doit tendre. Non, mais même Brest, prenez l'exemple de Brest l'an dernier. Il faut des projets sportifs à court, moyen et long terme. Et pas où d'un seul coup, il va y avoir 4 joueurs qui vont partir en même temps et où il y a une telle rotation des effectifs parce qu'il y a de plus en plus d'intermédiaires et qu'il faut faire tourner l'argent de plus en plus parce que c'est ça aussi le problème du foot français. Il y a beaucoup trop d'achats-ventes sur une saison. Alors là, c'est bloqué complètement. Regarde l'OM. Sur les dernières saisons, ça n'est que ça. On va revenir sur Labrune et sur donc les contestataires possibles. Alors, on le sait, Laurent Nicolin, lui, il est pro Labrune, au moins il s'en cache pas. On va voir ce qu'il déclare sur Vincent Labrune. Pour moi, oui, c'est l'homme de la situation. Bien sûr, il a fait des erreurs, bien sûr, tout n'est pas rose. Je ne suis pas béat sur tout ce qu'il dit, il fait. Mais en quoi il est l'homme de la situation? Et il rajoute, mais heureusement qu'il avait été élu président il y a 3-4 ans plutôt que d'autres personnes et j'espère qu'il sera réélu face à d'autres personnes moins compétentes. Est-ce que c'est audible, sachant qu'en 2020, donc septembre 2020, il est élu, il a vendu les bijoux de famille à CVC. Qu'est-ce qu'il a fait de bien, en fait? Mais c'est pas exprimé, c'est pas explicité. On comprend rien. Ça reste flou. On se doute qu'il y avait certaines personnes. Alors, est-ce qu'il s'appelle Michel Denisot, ces personnes, il y a 4 ans? De toute façon, c'était le seul candidat face à Labrune. En quoi était-il incompétent ou discrédité? Jamais de la vie. Et là, en quoi Cyril Linette ou Christophe Boucher ou Gervais Martel seraient moins compétents ou pas compétents du tout? Il y a des candidats. Non, c'est des paroles en l'air qui ne sont pas étayées, donc ce n'est pas sérieux par rapport à ça. Il n'y a rien, il n'y a rien de concret pour dire il a fait ça, il a évité ça, il nous a gagné ça. Non, pour l'instant, là, je ne vois pas. C'est un soutien de Labrune, mais on ne voit rien de concret qui a avancé. Philippe, est-ce qu'il y a un moment, Nasser El Khelaifi, qui fait quand même aussi la pluie et le beau temps parce qu'il est président du club le plus puissant, va se réveiller? On parlait de réveil, parce que c'est quand même dingue qu'il continue à soutenir Vincent Labrune, alors que globalement, tout le monde est dans la mouise. Oui, il est clair que Nasser El Khelaifi, depuis 6 mois, en fait, depuis que la crise est arrivée à son terme et qu'on a compris que l'aboutissement de la crise ne serait pas positif, il joue son rôle avec multicartes, multifacettes, où il défend le PSG, il défend Bein Media, et on ne sait pas trop où est-ce que tout ça va l'emmener. Donc je pense qu'on n'a pas encore complètement tout vu avec Nasser El Khelaifi. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant, on est arrivé quand même au terme de quelque chose. C'est-à-dire que DAZN, ça a été signé. Et maintenant, il faut avancer avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a dit, mais c'est un problème d'ampleur gigantesque qui est en train de se profiler. Parce que... on n'a pas encore les chiffres, mais ça va être bien en deçà de ce que escomptent toujours les présidents de clubs qui en sont arrivés à négocier des bonus sur des possibles 1,5 million d'abonnés, mais ils vivent dans un monde parallèle. C'est ça. Ils n'ont pas compris c'est ça qui m'hallucine. qu'à l'heure actuelle, on en parle aussi, mais la diffusion illégale via les canaux PTV, etc. PTV, tout ça, les chiffres qu'on annonce sont absolument effarants. Premier match, il y aurait eu 200 000 personnes qui auraient piraté. C'est ce qu'on a entendu sur le match entre le PSG et le Havre. Regardez, c'est la première fois qu'on communique et qu'on peut mesurer sur du piratage. Le piratage, et en plus, c'est la plus gratuite. Pareil. On lit ce que Laurent Nicolin... Ça, c'est sur les liens sur mais il y a plein de gens qui... Fred, on va lire ce que dit Laurent Nicolin donc, par rapport à DAZN. On est dans un pays de liberté, le mec qui peut s'abonner le fait, celui qui ne peut pas ne le fait pas. À un moment donné, si c'est cher pour certains, c'est l'offre et la demande. Bah tiens. Non mais c'est de la pub gratuite. Et il continue, on ne fait pas sortir les gens dans la rue avec un fusil en leur disant de s'abonner à DAZN. Après, c'est très français de critiquer, mais si vous n'avez que ça à foutre, mais là c'est pareil, Laurent Nicolin, il est quand même un petit peu à côté de la plaque sur ce coup-là. Les gens, ils étaient prêts à payer quand c'était Canal, quand c'était Bein, parce que c'était pas hors de prix, parce qu'il y avait un service, parce qu'il y avait un savoir-faire. Ils ont été mal habitués pendant des années. Imaginez 30 secondes, alors on transpose. Un réalisateur ou un acteur qui va venir sur un plateau de télé comme ça, ou qui va faire une interview, sera avec nous qui demain. va dire je comprends pas, les gens, on leur demande 100 € pour aller voir mon film, et puis ils y vont pas. Bon, on va pas les braquer, mais enfin ils vont venir quand même. Bah non, ils viendront pas. Ils viendront pas. Faut regarder et puis le film, il n'y en aura qu'un en fait, et puis il sera pas reproduit la fois d'après. Et puis donc en fait, le football français, il est là. Il est à ce moment-là de son histoire. C'est-à-dire que si on ne comprend pas qu'il faut changer le modèle et qu'à un moment ou un autre, il faut se rapprocher d'un schéma économique cohérent qui va pouvoir être en adéquation avec ce que les Français peuvent mettre et veulent mettre,
parce qu'il y a tous ceux qui peuvent, mais qui ne veulent pas et qui prennent la décision. Qui ne veulent plus. Et on sait très bien que dans n'importe quel domaine que ce soit, et qui plus est quand on est dans le domaine du loisir, puisqu'on peut considérer que regarder un match de foot, c'est le domaine du loisir. On peut vivre sans. Ce qu'on perd, pour le rattraper, c'est très dur. C'est très très difficile. Et on a vu que Canal sans le foot se portait bien, enfin sans la majorité du foot. Avec les Coupes d'Europe quand même. Oui, sans la majorité du foot, il y a la Ligue des Champions. Non, mais on parle de la Ligue 1 en tout cas. L'an dernier, à une époque, ils avaient les 10 matchs. L'an dernier, ils avaient beaucoup moins de matchs. Ils ont survécu à la période où vous avez eu la Coupe d'Europe. Et mais par exemple, la Formule 1, ça, c'est pas une erreur de Vincent Labrune de ne pas avoir cherché à renouer le dialogue plus tôt avec Canal plutôt que de rester dans ce conflit. Les erreurs sont énormes. Non, mais tout le monde commet des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais quand on est président d'une instance comme ça, il faut avoir une vision à plus long terme. Et puis parfois, laisser ses égos de côté. C'est quand même, je trouve, il était tellement convaincu, je pense, d'avoir son milliard que il a complètement négligé Canal. C'est que de l'ego. Le résultat donc de ce super duel, est-ce qu'on assiste au réveil du foot français? Il y avait le clan des oui, il y avait le clan des non. Eh ben non, ils sont très pessimistes pour eux. C'est cuit, archi cuit. Messieurs Degord et Sansfourche, vous avez le point du public à 67%. Voilà. Facile, hein. Le foot français va mourir. J'en suis. Il va mourir. On va te sourire. Il n'y a pas de réveil. De toute façon, il va renaître de ses cendres. Ah, oui. En tout cas, Laurent Nicolin, lui, il est confiant. Non, il s'en fout en fait. Pour le coup, comme vous l'avez dit, Karine, c'est son blé, quoi. Ah, ça c'est sûr. Oui, alors lui, il parle en direct. Il est quand même légitime. J'ai vachement de mal à croire que le chef d'entreprise qu'il est tienne ces propos-là en y croyant mordicus. Enfin voilà, ça me paraît dément. Ou alors, heureux les amnésiques, ils l'emportent même sur leurs erreurs parce que c'est du. Ça paraît pas cohérent. Très très loin. C'est très loin d'une simple logique économique d'un chef d'entreprise.